О Господи, явися нам, исповедайтеся Господи, яко благ. О Господи, явися нам, и есть дивен в очи всех наших. Vladimir Poutine, le mastermind du Kremlin. Vladimir Poutine fut le deuxième président de la Fédération de Russie, d'abord par intérim après la démission d'Eltsine pour raison de santé, du 31 décembre 1999 au 7 mai 2000, puis pendant 2 mandats, du 7 mai 2000 au 7 mai 2008, date à laquelle Dimitri Medvedev lui succède. Il est aujourd'hui Premier ministre du gouvernement de Russie depuis le 8 mai 2008, nommé par son successeur Medvedev, auquel il devrait succéder le 4 mars 2012, d'un commun accord puisqu'il ne pouvait enchaîner un 3e mandat consécutif interdit par la Constitution. Cela fait partie des magouilles entre les hommes de Saint-Pétersbourg d'où ils sont tous les deux originaires. Poutine est issu d'une famille ouvrière dont il est le 3e enfant. C'est un sportif, judo, ski, équitation, natation. Il aime se faire photographier dans les cockpits d'avions de chasse, les sous-marins et les chars d'assaut. Il parle couramment l'allemand pour avoir vécu en Allemagne de l'Est, où il a œuvré pour le KGB, dont il faut rappeler qu'il est un ancien patron. C'est en 1999 que commence sa fulgurante ascension. Alors qu'il est peu connu et d'apparence plutôt terne, il va être propulsé au plus haut sommet du pouvoir en Russie. En août 1999, il devient président du gouvernement. Poutine, qui avait déjà en ligne de mire les rebelles tchétchènes, déclare à l'époque avec son élégance coutumière « J'irai buter les terroristes jusque dans les chiottes ». Le 7 août 1999, il s'attaque au chef rebelle tchétchène Shamil Bassayev, qui, avec son allié le jordanien de tendance wahhabite Habib Abd-ar-Rahman Khattab, fait une intrusion armée dans le Daghestan voisin de la Tchétchénie en vue d'y instaurer une république islamique avec 3000 hommes. Le 31 décembre 1999, après la démission surprise de Boris Eltsine, Poutine devient président par intérim. Il est élu officiellement président de la Fédération de Russie le 26 mars 2000 et gouverne avec autorité. La politique étrangère sous Poutine marque une certaine rupture dans la continuité d'une diplomatie qui tente d'équilibrer un partenariat renforcé avec l'Occident, quitte à reléguer au second plan les intérêts de la Russie. Avec Poutine, on va le voir très vite, le programme tient en la restauration de l'État, la lutte contre la corruption et la renaissance partielle d'une superpuissance déchue. L'offensive de l'OTAN contre l'ex-Yougoslavie provoque en avril 2000 l'élaboration d'une nouvelle doctrine militaire prévoyant l'utilisation d'armes nucléaires à des fins tactiques sur le champ de bataille, dans laquelle le renforcement de l'appareil militaire russe doit servir l'intérêt géostratégique du pays. Mais le 11 septembre 2001 rapprochera la Russie et les États-Unis dans leur lutte contre le terrorisme international. Poutine est un type très direct, sobre, qui peut avoir de l'humour. Je l'ai rencontré 3 fois, en privé. La première fois, c'était le 23 octobre 2000, soit 7 mois après son arrivée à la présidence. L'entretien avait lieu avec 2 confrères européens, dans les salons de l'impératrice Catherine, perdus dans les immenses et longs couloirs du Kremlin. La table à laquelle va s'asseoir le président pendant 1 heure est en marbre, ornée de dorures impériales. Pendant notre installation technique, je me promène dans les couloirs au parquet brillant, puis je m'approche du salon qui jouxte celui où je vais faire l'interview avec mes 2 confrères. Au moment où le président va venir s'installer, je demande à l'interprète qui s'assoit à côté du président ce qu'est cette pièce. Éclat de rire du président qui me répond et suscite bien entendu l'hilarité de l'interprète qui traduit en martelant chaque mot avec son inimitable accent russe. C'est là que l'impératrice Catherine faisait crapulerie le soir. J'ai pensé que le KGBiste qu'avait été Poutine devait forcément tout savoir sur l'histoire des murs, des chambres et des salons mauves du Kremlin. Le ton de l'entretien était donné, et durant 1 heure, nous évoquons les grands problèmes qui préoccupent l'élégant Poutine. Il a toujours été bien habillé, en complet sur mesure. Ce jour-là, le complet est brun foncé, chemise bleue, cravate marron, avec des petits losanges bleu foncé. Poutine abordera tous les sujets sans esquiver les difficultés. En 2000 déjà, l'élargissement à l'OTAN ou à l'Union européenne, souhaité par certaines républiques, baltes en particulier, était un cas de conscience pour lui. Mais s'il avait pu penser un moment que la Russie avait vocation à rejoindre l'Europe, il n'y pensait plus dans le contexte de la guerre de la Tchétchénie. Les militaires russes contrôlaient 99% du territoire, mais personne n'avait trouvé jusqu'alors de solution à ce conflit qui remontait au temps de Staline. J'étais d'accord avec Poutine sur un seul point concernant ce conflit.
ne pouvoir accepter que les chefs de la rébellion tchétchène, hormis Shamil Basseyev, soient pour la plupart d'origine jordanienne ou saoudienne et que leur but principal soit d'instaurer des républiques islamiques dans le Caucase. Je ne peux pas accepter cela dans mon arrière-cour, dit Poutine. C'est une menace pour la Russie aujourd'hui, et ce sera demain une menace pour l'Europe. Je dois dire que je maintiens encore cette position. Certes, on peut dire à juste titre que les militaires soviétiques ont tiré à tort sur les Tchétchènes qui n'étaient pas islamistes, voire les ont torturés, mais les bavures, c'est hélas le côté tragique inhérent à ce type de conflit. Mon deuxième rendez-vous avec Poutine aura lieu 2 ans et demi plus tard, le 9 février 2003, 6 semaines avant que George W. Bush ne déclare la guerre à Saddam Hussein. Le rendez-vous est fixé à 18h dans le grand salon vert des hôtes du Kremlin, où je me suis déjà trouvé avec Eltsine. Dehors, il fait très froid, moins 20 degrés Celsius. Dmitri Peskov, son fidèle directeur de communication, un grand type aux cheveux blonds courts, les yeux bleus, m'appelle sur mon portable. Il y a un petit changement de programme. On enregistrera finalement l'interview vers 22h, arrive vers 20h30 pour installer ton équipe. Entre-temps, des instructions ont été données pour que tu dînes tranquillement dans l'un des salons du Kremlin. Mon caméraman Denis Hauteville et moi-même arrivons à l'entrée, proche de la basilique Sainte-Basile, dans le prolongement du mausolée de Lénine, sur la place Rouge. Le temps de passer à la fouille, et nous voilà installés dans le salon, avec des zakouskis qui se succèdent à n'en plus finir. Vers 21h30, nous rejoignons le salon des hôtes pour y retrouver toute l'équipe de Poutine. J'arpente de longs couloirs faiblement éclairés, impressionné par ces immenses murs qui transpirent toute l'histoire de la Russie. À 22h, comme prévu, le président fait son apparition. Toujours bien mis, il est vêtu cette fois d'un complet bleu marine, chemise blanche avec cravate bleue à pois blancs, qui rappelle celle de Gilbert Bécaud, me suis-je surpris à penser, mais sans Nathalie, son guide sur la place Rouge. Poutine évoque aussitôt l'Irak. Il ne s'agit pas de régler des comptes avec Saddam Hussein. La Charte des Nations Unies n'a aucune disposition qui nous permette de changer le régime de tel ou tel pays, qu'on l'aime ou pas. Soit on a la preuve que l'Irak ne dispose pas d'armes de destruction massive, soit on les découvre et on les détruit, et puis on fait comprendre aux Irakiens que leur intérêt est de coopérer davantage avec les inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Maintenant, si nous jugeons avec nos partenaires du Conseil de sécurité qu'il faut durcir notre position, eh bien nous le ferons. Poutine se redresse dans son fauteuil et me dit « Une action unilatérale serait une grave erreur, mais la conséquence la plus grave serait la menace de fracture au sein du Conseil de sécurité et la fin de la coalition antiterroriste. Cela pourrait provoquer la désintégration de l'Irak, compliquer le règlement du conflit israélo-palestinien, radicaliser le monde musulman et provoquer de nouveaux attentats terroristes. » Il n'avait pas tort là-dessus. Poutine va même plus loin et pense qu'il va falloir plus de solidarité entre les grands. Le monde se développe de telle façon que nous allons tous être confrontés à des menaces communes. Il nous faut être unis et pas divisés. Il faut respecter les intérêts des autres si nous voulons mettre en place un nouvel ordre mondial. Comme Vladimir Poutine doit se rendre en visite officielle en France dans les jours qui suivent notre entretien, avec au menu un entretien avec Jacques Chirac, puis un séjour en Aquitaine pour une rencontre avec l'académicien Maurice Druon et une visite des vignobles de Saint-Émilion dans le Bordelais, il me parle de l'amitié qui le lie à Jacques Chirac. Nous sommes unis sur ce que nous considérons comme essentiel. Nous avons une vision commune de l'architecture et de la sécurité du monde, qui, selon nous, doit être un monde multipolaire, si l'on veut qu'il soit paisible et stable. Chirac est un homme incroyable. On peut lui poser n'importe quelle question, il a réponse à tout, aussi bien sur l'histoire que sur les baleines dans notre région. Quand j'essaie de le faire parler français, Poutine se met à rire à gorge déployée et me cite Victor Hugo, Balzac, qui ont exercé une grande influence sur la culture russe. J'avais gardé le meilleur pour la fin de notre entretien, son goût prononcé pour les grands vins de Bordeaux. Il se met à rire lorsque l'interprète lui traduit mes propos et me dit « Quiconque a goûté une fois ces grands vins ne peut plus s'en passer. » Il m'avoue que ses 2 crus préférés sont le château Cheval Blanc 1986 et le château Lafite Rothschild 1990. Sur ce plaisant sujet, nous terminons notre entretien. Il est minuit, dehors la température atteint dorénavant moins 30 degrés Celsius et le président, tel un gentleman, a demandé qu'une voiture raccompagne mon équipe et moi-même à l'hôtel Métropole, situé à 300 mètres du Kremlin, ce que nous n'avons pas refusé. À mon retour à Paris, j'ai indiqué à France 3 Aquitaine les 2 vins de Bordeaux préférés du président russe. À son départ de Bordeaux, étape finale de sa visite en France, Poutine est reparti avec une caisse de 12 bouteilles de Château Cheval Blanc millésimées. La 3e et dernière fois que je verrai Poutine président sera le 5 mai 2005 dans sa datcha privée de Novo-Ogariovo, à une demi-heure de Moscou en voiture.
L'interview se situe dans le contexte du 60e anniversaire de la victoire des Alliés sur les nazis. De recevoir un appel de lui à cette heure tardive. L'interview est-elle annulée ou reportée à une date ultérieure ? Pas du tout. Me dit Dmitri. Le président a décidé de t'inviter dans sa datcha de Novo-Ogaryovo, où l'interview aura lieu vers midi, demain. Rends-toi avec ton équipe demain matin vers 9h30 à la basilique Saint-Basile, sur la place rouge à côté du Kremlin. Une voiture noire attendra pour t'emmener à Novo-Ogaryovo. Je te retrouverai sur place avec Alexandre Gromov. À 9h45, dans un véhicule qui ressemblait à une Zil, la voiture des officiels, nous partons donc pour Novo-Ogaryovo. Très vite, nous nous enfonçons dans la forêt moscovite où défilent sous nos regards médusés des datchas plus belles, plus luxueuses les unes que les autres. À n'en pas douter, les maisons de la nomenclatura russe. Vers 10h55, notre voiture emprunte une petite route bordée de hêtres et de bouleaux au bord d'une rivière. Premier arrêt, sécurité. Les soldats fouillent nos valises de matériel de télévision et nous repartons. Nous savons que nous approchons de la datcha privée de Vladimir Poutine. Le long du parcours restant, de 3 ou 4 kilomètres, un second arrêt sécuritaire au pied d'une espèce de mini-porte de Brandebourg, réplique de celle de Berlin. J'y ai regardé à 2 fois pour être sûr que je ne rêvais pas, puis j'ai trouvé cela très drôle. C'était le dernier arrêt sécurité. Ensuite, la voiture s'immobilise au bout d'un chemin où se trouve, face à nous, entourée d'arbres, une maison en pierre de taille, avec à l'extérieur du petit parc, des tables et des bancs, également en pierre. La maison a 2 étages. Mon équipe a pour instruction d'installer les caméras et le matériel à l'étage supérieur, dans un grand salon aux murs jaunes tirant sur le cacadois avec un tapis jaune pâle. Madame Poutina, c'est le féminin de Poutine, semblait avoir un goût prononcé pour le jaune dans ses déclinaisons les plus douteuses. Dans le salon, une cheminée, manifestement issue d'un kit sortant de n'importe quel magasin de bricolage de la région parisienne. Pendant l'installation du matériel, l'un des conseillers du président que je connais bien, le seul survivant de l'ère Eltsine, Alexandre Gromov, décide de me faire visiter la maison. J'y découvre sur les murs 2 écrans plasma comme je n'en ai jamais vu, de plusieurs mètres de long, 2 tables de billard, où, me dit-on, le président aime se défouler dans des parties effrénées, et un endroit qui m'est présenté comme celui où Vladimir Poutine aime travailler et réfléchir quand il a envie d'être seul. Poutine, on le sait, aime être photographié dans des cockpits d'avion. Quelle ne fut pas ma surprise. Ce bureau, pas très grand mais assez imposant quand même, avait la forme d'un immense cockpit d'avion avec plusieurs écrans de contrôle. Je n'ai pas eu d'explication, mais inutile de vous dire que ce bureau d'un type très particulier a suscité ma curiosité. On aurait dit un décor de film à la James Bond. Que faisait-il dans un bureau en forme de cockpit avec des écrans ? J'ai trouvé cela non pas surréaliste, mais pour le moins inhabituel. Finalement, notre entretien aura lieu en fin d'après-midi, parce qu'entre-temps, le président avait dû recevoir en urgence le Premier ministre pour un problème à résoudre. Poutine apparaît donc en fin d'après-midi, en complet bleu marine, chemise bleu ciel, cravate bleu rayée de blanc. D'entrée, il commente l'importance de l'anniversaire de la victoire des Alliés sur les nazis, qui aura lieu sur la place rouge, en présence de Chirac, Blair et Bush. Il commence par me dire que ce 60e anniversaire est le souvenir de ce à quoi peuvent mener les extrémismes. Pour le président russe, la réconciliation et la coopération doivent être des vecteurs majeurs. Les meilleurs exemples sont ceux de la France et de l'Allemagne, précise-t-il. Les Français et les Allemands sont réconciliés, leur réconciliation détermine aujourd'hui la politique européenne. Nous devons nous servir de cet exemple pour reconstruire un système à l'échelle globale. Le schisme qui a eu lieu en Europe, cette division qui a existé et a abouti à la division des blocs, est à éviter à tout prix. Voilà de nouveau Poutine déterminé à arrimer la Russie à l'Europe en temps voulu. Je n'exclus pas qu'à un certain moment, notre coopération devienne l'équivalent d'une adhésion à l'Union européenne avec 4 espaces communs, économiques, humanitaires, sécuritaires et de politique étrangère. Mais une Europe avec un président qui change tous les 6 mois, ce n'est pas très efficace pour résoudre les problèmes économiques et sociaux. Il faut ajouter plus d'efficacité à votre fonctionnement. Votre histoire ne tient pas la route. Ce n'est pas faux. Lorsque je lui demande ce qu'il répond à ses détracteurs en Occident qu'il accuse de faire preuve de trop d'autoritarisme, Poutine répond qu'au début des années 1990, à l'époque des affrontements entre Gorbatchev, Eltsine et le Parlement, le pays a vécu des moments douloureux. Certains ont voulu mener le pays sur la voie de l'oligarchie, s'approprier les masses médias et les mettre au service de leurs seuls intérêts. Les Occidentaux nous ont critiqués.
Aujourd'hui, lorsqu'on se bat pour plus de bases démocratiques, il y a des gens à l'intérieur et à l'extérieur qui ne l'admettent pas. La démocratie n'est pas le tout permis qu'est l'anarchie. L'économie de marché ne doit pas s'accompagner de la paupérisation de milliers de gens. Au passage, Vladimir Poutine me fait tout un couplet sur l'OTAN qui essaie de récupérer certains pays et certaines républiques de l'ex-URSS comme les républiques baltes et l'Ukraine. Cela ne m'agace pas de voir l'OTAN tenter d'influencer certains de mes partenaires, mais s'il s'agit d'un élargissement à l'OTAN, alors là, c'est une autre histoire. Je comprends qu'il y a une limite à ne pas franchir. Sur l'Iran et son programme nucléaire, Poutine essaie de calmer le jeu et se défend de toute politique de complicité en matière de coopération nucléaire avec l'Iran, dont la Russie est souvent accusée. Notre coopération est placée sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Notre programme est paisible. On ne peut pas priver l'Iran d'utiliser des moyens scientifiques modernes. Nous appelons l'Iran à placer tout son programme sous contrôle de l'AIEA. La solution est de geler les programmes relatifs à l'enrichissement d'uranium sur site nucléaire. 7 ans après cette conversation, les propos de Poutine concernant l'Iran relèvent du vœu pieux, parce que l'Iran n'a fait depuis que duper le monde.